Donc là, on rentre ma dans question sur l'espoir, c'est que dès lors que c'est un truc subtil, d'initié, dans une période où les gens courent après le boulot, se posent le problème des retraites, etc., quel espoir il y a que s'organise, si on veut se rappeler du passé, ou De Gaulle, Jean Moulin, le CNR, comment quoi. Mais de même que il y a malheureusement, depuis Aliénor d'Aquitaine jusqu'à Philippe Pétain, il y a cette sinistre tradition de s'aliéner de s'allier et de s'aliéner avec la puissance dominante. Philippe Égalité déjà. Eh bien, il y a aussi dans notre histoire un courant tout aussi vivace de résistance nationale, d'affirmation de sa propre indépendance, de sa propre fierté. Hein, bon. Et donc je pense que ça va apparaître aussi. Mais le problème, ça apparaît toujours en réaction. Ne tardons pas, nous sommes déjà en retard. Est-ce qu'il y a un mouvement politique qui aurait ce potentiel plus qu'un autre, je ne sais pas, le Parti Socialiste, le MoDem, ou c'est... Quand ce genre de choses, national, quand ce genre de choses surgit, ça ne se fait pas dans le cadre des partis politiques et des institutions existantes. Ce sont des individus qui montrent une volonté particulière et qui coalisent autour d'eux des gens qui ont le même souci. Hein. Qui sont capables de dépasser les clivages anciens face à la menace nouvelle, comme quand Moulin a réussi à fédérer les gaullistes et les communistes. Moi, je suis radical de gauche, c'était le parti de Jean Moulin. Jean Moulin, quand il a organisé la résistance en France, a accepté des gens de tous bords politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il n'avait qu'une seule limite qui était précise, c'est qu'il refusait de travailler avec des gens qui s'étaient salis les mains en allant combattre aux côtés des franquistes contre les républicains espagnols. Donc ceux-là, il a accepté de travailler avec des gens qui avaient fait des déclarations les plus invraisemblables. Il distinguait les gens qui avaient peut-être tenu des propos de tribune qu'il pouvait regretter ou qui, avec leur temps, le recul leur paraissait regrettable. Il faisait bien la distinction entre ceux-là et ceux qui avaient été se battre militairement pour assassiner les républicains espagnols. Donc voilà, ça c'est les seuls qu'il a écartés. Et il a accepté tous les autres, encore une fois, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Voilà. C'est cette démarche que nous devons avoir. Cette notion même, ce spectre politique tel que nous le connaissons, a vécu. C'est fini ça. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous acceptez la domination de cet empire, une domination qui est sanglante, dont nous voyons les conséquences. Hein, regarde ce qui s'est passé en Irak. Hein, ils débarquent comme ça, ils ont tué plus d'1 million de personnes en Irak, et 3 millions de personnes ont quitté l'Irak pour fuir leur sauvagerie. Donc ça, c'est des choses concrètes. Voilà. Nous, on accepte ça ou on le refuse. Et si on le refuse, qu'est-ce qu'on fait en face ? Il faut en finir avec cette attitude Donc là, tu n'es plus dans la position Réseau Voltaire d'il y a 10 ans. Ah non, je ne suis plus du tout. Tu ne traques plus le fasciste et l'homophobe. C'est dans des questions plus graves, là. On est sur quelque chose de beaucoup plus grave. Le monde est en guerre. Hein. Le monde est en guerre, ce pays-ci est concerné. C'est pas simplement parce que la France a une histoire commune avec le Liban, avec tout un tas de pays comme ça qui rentrent. On avait une histoire commune avec l'Irak, hein, qu'ils avaient choisi comme fête nationale le 14 juillet, etc. Bon. Donc c'est pas simplement ça. C'est que, par exemple, aujourd'hui, quand les États-Unis discutent de savoir ou non s'ils vont attaquer l'Iran pour pouvoir prendre ce qui reste de réserves pétrolières. Quels sont les hommes politiques en France qui se sont opposés publiquement à cette... À l'attaque de l'Iran, pour le moment, oui. Pour le moment, il n'y a que Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est clair, oui. Mais donc la question, c'est il faut savoir quel est le but pour attaquer l'Iran. Bon, c'est pas la bombe atomique iranienne, elle n'existe pas, il n'y a pas de programme, c'est tout ça est complètement bidon, ça n'existe pas du tout. Même si on avait un, à la limite. Non, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas.
On sait que ça n'existe pas. Donc c'est pas, on va nous rejouer à chaque fois qu'on va attaquer un pays, nous rejouer les violons des armes de destruction massive. Fait le beau, soi-disant, dans des déclarations sur les centrifugeuses. Mais le problème, ce qu'il est en train de faire, c'est d'autres choses. Il a besoin de centrifugeuses pour tout à fait autre chose que fabriquer la bombe atomique. Oui, c'est donc tu dis le nucléaire civil, et oui, ça existe. Non, mais c'est pas pour le nucléaire civil non plus qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est une recherche militaire très particulière qui n'a rien à voir avec la bombe atomique. Ça, je connais pas, c'est bien le sujet. Enfin, c'est des choses techniques, mais c'est pas, il n'y a pas d'armes de destruction massive derrière tout ça. C'est pas du tout ça. Bon. Mais de toute façon, le but de l'attaque de l'Iran est dans une position défensive, est obligé de penser à un encerclement qui est en train de se mettre en place, et que l'Iran, qui est une puissance moyenne, a toujours été brisée quand elle a essayé d'avoir une certaine indépendance, du temps de Mossadegh, du temps du Shah. Bien sûr. On sait très bien que le Shah, Khomeini, sans les Américains, Khomeini ne serait pas venu au pouvoir. Oui, bien sûr. Mais l'attaque de l'Iran, si elle a lieu... Elle aura lieu ? Ça, je lis pas dans le mar de café, hein, mais bon, présentement, ça me paraît très difficile. Mais si elle a lieu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, c'est bien entendu à terme de contrôler les réserves pétrolières, d'empêcher des gens de prendre ce pétrole et de le garder gelé, peut-être pendant 10 ans, pour qu'il puisse servir après aux États-Unis. Mais le but immédiat, s'il y a une attaque de l'Iran, c'est la destruction de l'Europe. Il faut quand même que ce soit bien clair. Paul Wolfowitz, en 1991, il n'était pas encore le ministre qu'on a connu par la suite. Paul Wolfowitz avait été chargé par Dick Cheney et Bush père de rédiger un rapport sur le monde après l'Union soviétique. Et il avait expliqué que les États-Unis, devenant la seule superpuissance, devaient conserver leur avantage sur les autres. Et ils devaient s'assurer qu'il n'y ait jamais de compétiteurs qui puissent les menacer. Et le seul compétiteur, c'est l'Europe. Et le seul vrai compétiteur, il y avait 3 compétiteurs, il y avait donc l'Union européenne, puis la Fédération de Russie, puis la Chine. Et Wolfowitz préconisait de casser l'Union européenne, de casser l'économie de l'Union européenne, pour s'assurer que ça ne soit pas un compétiteur. Donc le moyen de casser l'Union européenne, c'est de couper son approvisionnement pétrolier. S'il y a une guerre en Iran, la seule vraie victime, en dehors de l'Iran, ça sera d'abord l'Union européenne, parce que on arrêtera l'approvisionnement pétrolier par cette voie-là. Les États-Unis ont d'autres approvisionnements pétroliers possibles, pas suffisamment pour l'Union européenne. Voilà. Donc le but à ce moment-là, c'est bien de nous atteindre, nous tous, ici. Bah écoute, le message est passé. Hein. Merci Thierry, à bientôt. Et bonne chance.